Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après le mercato idéal du PSG samedi dernier, on se penche aujourd'hui sur le cas de l'OL et il y a du travail. Alors comme samedi et comme l'été dernier aussi quand on avait lancé cette série, je rappelle que le but ici c'est d'avoir une approche qui soit à la fois réaliste et rationnelle, donc structurée. Et du coup on va commencer par rappeler les mouvements qui ont déjà animé l'intersaison de l'OL, où est-ce qu'on en est en gros, reposer les bases. Ensuite on va définir ensemble les chantiers prioritaires, ça très simplement c'est quels sont les objectifs que l'OL doit chercher à accomplir à travers ce mercato estival. On enchaînera par les ventes, de qui est-ce qu'on sépare et pourquoi, là il y a beaucoup de travail. Et puis enfin, le moment le plus coloré et le plus excitant, c'est bien sûr les recrues. Là, je vous présenterai les joueurs que j'ai ciblés, qui à mes yeux correspondent en tout point aux besoins de l'OL et qui sont en plus accessibles. Donc où est-ce qu'on en est ? Bah déjà niveau session, il y a évidemment celle de Lucas Touzard qui part pour 25 millions d'euros au Hertha Berlin. Amine Gouiri à Nice, c'est 7 millions. Martin Terrier, officiel depuis lundi, Rennes l'a pris pour 12 millions plus bonus. Enfin, de contrat, Mapou Yangi-Ambiwa quitte le club. À côté arrivé ensuite, on peut signaler l'option d'achat levée pour Karl Toko Ekambi. Villarreal récupère 11,5 millions et l'arrivée de Tino Kadewere dont le transfert avait été conclu fin janvier mais qui a fini la saison au Havre, ça c'est 12 millions. D'un point de vue sportif, le tableau pour l'instant ressemble grosso modo à ça. Si on le regarde en revanche au prisme comptable, et comme l'exercice 2020-2021 a démarré le 1er juillet, il prend plutôt cette forme. Mais donc voilà, maintenant on sait où on en est et on peut déterminer les chantiers prioritaires de cette intersaison, quels sont les objectifs de l'été et quels principes vont guider notre ligne directrice. Par exemple, si on est réaliste, il va falloir, premier point, que les ventes soient supérieures aux achats. C'était déjà le cas l'été dernier, où les cessions, entre autres, mais les cessions majeures d'Ndombele, Ferland Mendy et Nabil Fekir, avaient permis à l'OL de vendre pour environ 133 millions d'euros. Ils en avaient dépensé 90 et c'était dans un contexte économique bien plus favorable que l'actuel, où l'absence de Coupe d'Europe va jouer un rôle. Il faut continuer à rembourser le stade, bien sûr. Donc voilà, une balance positive, c'est effectivement la première donnée. Ensuite, je dirais que cette situation doit te conduire à valoriser tes jeunes. Et alors c'est à la fois par contrainte, parce que tu peux pas signer d'énormes chèques, mais c'est aussi par opportunité. L'OL a actuellement dans son effectif 3 voire 4 joueurs de 20 ans ou moins formés au club qui ont la qualité pour prétendre à une place de titulaire. Il faut exploiter cette ressource. Le troisième point très important, c'est que 6 éléments, pas moins de 6 éléments, seront en fin de contrat l'été prochain, donc prolongation ou vente, il faut agir sur ces dossiers. Enfin, c'est le principe de base de tout mercato, mais le but de l'été doit être de réussir un bon qualitatif important. Si on donnait aujourd'hui à l'ensemble de l'effectif lyonnais une note moyenne d'environ 70, il faudrait que début septembre on soit à 75, voire idéalement proche de 80. Ça signifie se séparer du maximum de joueurs sous-performants. On révolutionne pas grand-chose en disant ça, mais ça coûte rien de le rappeler. Donc on enchaîne par les ventes, et je pense qu'on peut distinguer là deux catégories, les départs souhaités, puis les départs consentis. Alors d'abord les départs souhaités, et en fin de contrat l'été prochain, pas assez bon pour être prolongé. Je me débarrasse dès maintenant de Marsal, Tété, Marcelo et Raphaël. Pas vraiment besoin d'épiloguer sur leur cas, ils sont au cœur des problèmes défensifs de l'OL. Bien sûr, ils peuvent parfois rendre service, sont pas toujours mauvais, mais un club qui vise à s'installer durablement dans le top 16 européen peut pas s'en satisfaire. Alors idéalement, et là je pense qu'on pourrait en tirer des sommes nettement plus intéressantes, je me sépare également de Bertrand Traoré, trop irrégulier, n'a pas progressé depuis son arrivée. On évoque souvent des touches en Liga et en Première Ligue, alors à 20 millions d'euros, absolument aucune hésitation. La cote de Maxwell Cornet est un poil plus faible, mais il est aussi plus jeune, 23 ans, sous contrat 1 an de plus jusqu'en 2023, à quelques coups d'éclat en Ligue des Champions aussi sur son CV. Il y a quelques temps, on parlait d'une offre de Wolfsburg à 16 millions, je pense qu'on peut en tirer au moins 15. Donc voilà, disons que si l'OL réussit à clore en un seul été ces 6 chapitres, il y aura de quoi être satisfait, ce serait une très bonne chose de faite. Mais il n'y aura pas non plus encore beaucoup de moyens pour recruter. Et donc si on adopte une approche pragmatique, si on se réfère également au bilan comptable de l'été dernier où les ventes excédaient largement les ventes, je pense qu'on doit consentir à 2 gros départs. Et le premier, c'est celui de Moussa Dembélé qui peut apporter un chèque important. Celui qui est le numéro 9 indiscutable de l'OL, lui a progressé en 2 saisons. À 23 ans, il a également le potentiel pour être un jour le fer de lance des Bleus, son profil est parfaitement soluble en Première Ligue. On peut tabler sur au moins 50 millions et je dirais à peu près la même somme pour Oussama Aouar qui séduit un peu partout, Man City, la Juve qui peut également viser l'Euro 2021 et que l'OL laissera pas partir à n'importe quel prix.
Alors ce serait certes un vrai déchirement, mais on peut se consoler en vérifiant le fait que l'entrejeu est loin d'être le secteur le moins bien fourni à Lyon. Son départ d'ailleurs pourrait permettre une nouvelle éclosion, je pense là bien sûr à Maxence Cacré, que j'associe donc à Bruno Guimaraes et Jeffrey Adélaïde au milieu. Alors que Jean-Lucas lui montre de plus en plus de promesses, on peut difficilement, et malgré une première saison ratée, faire aussi vite une croix sur Thiago Mendes. J'applique d'ailleurs un peu le même processus de réflexion pour Joachim Andersen derrière. C'est un euphémisme de dire qu'en 2019-2020 on a vu ses lacunes bien sûr, mais tu peux espérer qu'après une première saison d'adaptation où la défense dans son ensemble a souffert, tu peux espérer qu'il relève le cap. On en reparlera tout à l'heure, alors que Lopez, Denayer et Dubois restent pour moi titulaires. Alors ça laisse un dossier chaud, très très chaud, qui est pour moi une priorité absolue, et on aurait même pu en faire un chantier, c'est de conserver Memphis Depay. Dans un effectif qu'on cherche à repenser et qui peut manquer de repères, il va nous falloir au moins un talent individuel hors norme capable de faire la différence seul. Il nous faut aussi un leader avec du caractère, il nous faut un référent. La difficulté supplémentaire sur ce dossier, on le sait, c'est que Memphis arrive à 1 an de la fin de son contrat, qu'il sera libre à l'été 2021. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de le prolonger. Mais comment faire alors que la possibilité d'une saison sans Coupe d'Europe se profile sérieusement ? Il faut lui donner plus de garanties, il faut lui donner aussi les carottes qu'il désire. Ça peut être le positionnement central qu'il souhaite depuis un moment, ça peut être la responsabilité du capitanat. Pour moi, c'est qu'avec des choses comme ça que tu réussiras à le garder, et c'est d'autant plus important que je suis pas particulièrement séduit par Tino Kadewere, que je crois pas non plus que Toko Ekambi puisse montrer beaucoup plus que ce qu'on a vu pour l'instant. Reste Ryan Cherki, qui aura 17 ans dans un mois et donc auquel il reste du temps, mais à mes yeux, pas de raison pour qu'il ne joue pas au moins autant de minutes en Ligue 1 qu'un Martin Terrier 2019-2020 par exemple. Il apportera sans doute plus, donc je le considère comme plus qu'une option. J'exclus pas qu'il devienne titulaire, ça peut être pour l'instant notre 4ème offensif. Si on estime ensuite qu'on garde Youssouf Koné, que le jeune Melvin Barr ne partira pas au Bayern, on croise les doigts et qu'Oumar Soleh va bien revenir de sa longue blessure, les cibles prioritaires de l'OL doivent être d'abord un défenseur central gauche qui a le niveau d'un titulaire et qui a vocation à le devenir si Andersen continue à décevoir, un latéral droit ensuite pour concurrencer Léo Dubois et 2 ailiers titulaires. Alors pour le central, je dirais que la vraie difficulté, c'est de trouver quelqu'un qu'on soit pas obligé d'imposer tout de suite dans le 11. Je rappelle que un des objectifs, c'est de donner une seconde/dernière chance à Joachim Andersen. Faut être cohérent, et c'est un rôle qui ne conviendrait du coup sans doute pas à un Diego Godin. Alors j'ai choisi d'avancer sur Malang Sarr. En fin de contrat à Nice, il coûterait quand même une belle prime à la signature, au moins 5 millions, et je pense en réalité un peu plus. Il faut pas non plus se bercer d'illusions sur son niveau, ça fait quelques années qu'il progresse plus vraiment, mais pour l'OL, ça reste un vrai renfort par rapport à ce qu'il y avait avant. À 21 ans, tu pourras aussi sans doute bien le valoriser si tu es amené à le vendre. Il peut dépanner en tant que latéral gauche, même si c'est pas là que je le préfère, ça peut avoir son utilité. Sans être un crack, c'est sans doute une des meilleures pioches que tu peux faire. Niveau qualité-prix, il est assez bon pour être ton titulaire sans non plus jouir d'un statut d'indéboulonnable qui bloquerait Andersen. Alors pour le latéral droit ensuite, j'ai pensé brièvement à Almami Touré qui rend bon service à Francfort. J'ai pensé ensuite au très jeune Matteo Morey de Dortmund, dont j'ai souvent parlé ces dernières semaines, mais j'ai choisi finalement Joachim Mehle de Genk. Il vient d'avoir 23 ans, me semble parfaitement capable de concurrencer Léo Dubois. Avoir 2 bonnes options à droite et potentiellement une très bonne avec Mehle, c'est essentiel, a fortiori dans un club qui depuis quelques années manque vraiment de présence dans les couloirs. Ça va pas nécessairement être facile de convaincre Genk de le lâcher, mais après 3 ans en Belgique, je pense que le joueur, lui, peut être tenté, peut-être faire un peu pression, que ce soit sur le plan défensif, où il amène vraiment beaucoup d'agressivité le long de sa ligne, ou en possession, là je le trouve particulièrement tranchant et un vrai bon pied. Pour moi, il y a une bonne affaire à faire. On parle d'une offre de Burnley autour de 10 millions, et j'imagine que ça se jouera dans ces eaux-là. Alors pour l'ailier gauche maintenant, notre 3ème renfort, là on commence à monter un peu dans les tours, et je vous l'accorde, c'est un risque, parce qu'il n'a pas vraiment séduit à la Roma, 2 saisons sans jamais s'imposer en tant que titulaire, mais c'est aussi pour ça qu'on a notre chance, c'est Justin Kluivert, qui est encore très perfectible, notamment sur la prise de décision, mais qui a aussi de vraies qualités d'élimination, est particulièrement à l'aise dans le dos de la défense, disons qu'il est pas lent. Si on est pragmatique et si on considère la situation de l'OL, il y a aussi le fait que mettre 20 millions d'euros sur un ailier de 20 ans, ça rend difficile la possibilité de perdre de l'argent. Voilà, la Roma l'avait pris pour 17. Il n'est pas toujours appelé dans le groupe de Fonseca ces derniers temps. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais je pense que l'OL peut lui offrir un contexte très favorable, qui serait notamment associé à son compatriote et ami Memphis. Même pour Memphis d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un à mentorer. Bref, je tente le coup, et ça nous laisse donc un tout dernier poste, celui d'ailier droit, où là je suis très heureux de vous présenter ma trouvaille, celui que j'espère vraiment voir signer à Lyon, et un autre néerlandais. C'est le prodige de l'AZ Alkmaar qui fait une superbe saison, c'est le prodige Calvin Stengs. 10 buts et 12 passes décisives en Eredivisie plus Europa League cette année.
très technique, très vif, pas une mauvaise vision, et malgré la qualité de ses déplacements de l'extérieur vers l'intérieur, qui lui donne un côté un peu gaucher classique, et ben en réalité, il n'a pas qu'un seul pied. Si vous avez besoin de plus d'images pour vous en convaincre, celle-ci devrait faire l'affaire, autant dire que ça changera de Bertrand Traoré. À quelques autres points, il est très bon sur jeu placé, mais aussi pour trouver les espaces dans le dos de la défense en transition. Il est encore assez low profile, accessible, et encore il a connu sa première cape en sélection en novembre, où il a d'ailleurs donné 2 passes D. Au-delà de ses 21 ans, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu, je lui vois vraiment une grosse marge de progression, donc il faut foncer tant que c'est encore possible, il faut avancer avant que l'Ajax, avant que Dortmund ne bouge ses pions. Je suis vraiment ultra fan de tout ce que j'ai vu, et puis les qualités individuelles c'est une chose, mais sur le plan collectif, je pense que cette attaque 100% orange, avec la responsabilité et le rôle de grand frère quelque part que ça confère à Memphis, pour moi ça peut être le contexte épanouissant qui te permet d'en tirer 100%, 38 matchs sur 38. De manière générale, l'effectif a été quantitativement réduit, ça tombe bien parce que sans Coupe de la Ligue et a priori sans Coupe d'Europe, même si on attendra de voir la finale contre Paris, a priori sans Coupe d'Europe, t'as pas besoin de 27 joueurs, mais qualitativement, t'as fait tomber les branches mortes, t'as doublé tous tes postes avec de vrais renforts, tu donnes les clés à un joueur qui marche à la confiance et que tu dois convaincre en plus de prolonger. Dans un contexte économique très particulier, les ventes sont également largement supérieures aux achats, et tes 4 recrues sont de jeunes joueurs, donc des actifs valorisables. Alors après, pour que le club enclenche la vitesse qu'il ambitionne réellement, il va falloir sans doute une transformation plus profonde. Je pense qu'au niveau de la direction et des méthodes de travail par exemple, il y a un palier de modernité à franchir. Je pense bien sûr au banc de touche, sans entraîneur de haut niveau, tu te fixes forcément un plafond, etc. Mais en attendant 2021-2022 et donc le fameux nouveau cycle, je crois que ce groupe qui est animé par des jeunes ambitieux, voire revanchards, je crois que ce groupe peut et doit viser le podium. Donc voilà les amis, on touche à la fin de cette courte analyse et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme vous le savez, ça m'aide et ça aide le référencement de la chaîne. Si c'est pas le cas, vous pouvez me faire savoir pourquoi dans les commentaires, peut-être un joueur que j'ai raté ou autre, n'hésitez pas, je vous écoute. Si vous voulez pas rater les prochaines analyses, elles qui arrivent, les prochains mercato vidéo, les prochaines 10 infos du jour, plein de contenus qui arrivent dans les prochaines semaines. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément et on est de plus en plus nombreux en ce moment. Vraiment, il y a une petite progression, ça fait toujours plaisir. Je vous en suis très reconnaissant. Je vous souhaite aussi de passer d'ici la prochaine une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout et de vos proches. On se dit donc à très vite. Bisous.